Bonjour les 6e A, ici Madame Rabier, votre professeure de français. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons procéder à la correction de notre dernière séance, séance 3, printemps. Dans cette séance, dans le grand 1, je vous avais posé quelques questions sur un poème de Ronsard, qu'on va lire ensemble, et qui s'appelle « Élégie du printemps ». Printemps, fils du soleil que la terre a rosé, de la fertile humeur d'une douce rosée, au milieu des œillets et des roses conçus, quand Flore entre ses bras nourrice vous reçut. Naissez, croissez, printemps, laissez-vous apparaître. En voyant Isabeau, vous pourrez vous connaître. Elle est votre miroir, et deux lys assemblés ne se ressemblent tant que vous entresemblez. Tous les deux n'êtes qu'un, c'est une même chose. La rose que voici ressemble à cette rose, le diamant à l'autre et la fleur à la fleur. Le printemps est le frère, Isabeau est la sœur. On dit que le printemps, pompeux de sa richesse, orgueilleux de ses fleurs, enflé de sa jeunesse, logé comme un grand prince en ses vertes maisons, se vantait le plus beau de toutes les saisons, et se glorifiant, le comptait à Zéphyr. Le ciel en fut Marie, qui soudain le vint dire à la mère nature. Elle, pour rabaisser l'orgueil de cet enfant, va partout ramasser les biens qu'elle serrait de main en main. Pierre de Ronsard, Poésie diverse, 1587. Alors cette poésie, qui pouvait vous paraître un petit peu difficile au premier abord, on va voir qu'elle n'était pas si difficile à comprendre. En tout cas, vous pouviez répondre sans trop de problèmes aux questions que je vous avais posées. Tout d'abord, question de versification sur l'organisation générale du poème. Je vous demandais combien il y avait de strophes dans ce poème. Il fallait se souvenir qu'une strophe en poésie, c'était un paragraphe. Donc on voit qu'ici, il y a 2 paragraphes, séparés par un blanc typographique ici. Il y avait donc 2 strophes. Quel était le type de vers utilisé? Là, je vous posais une question sur la longueur des vers. Il suffisait de prendre plusieurs vers au hasard dans et de voir à chaque fois de ce premier. Printemps, fils du soleil, que la terre a rosé, ça fait 12. On a donc un alexandrin au vers 1. Allez, on va vérifier, on va prendre le premier vers de la seconde strophe. On dit que le printemps pompeux de sa richesse, 12, c'est aussi un alexandrin. Tout le poème est écrit donc en alexandrin. Quel type de rime le poète utilise-t-il? Alors là, il fallait se souvenir des différentes rimes. Est-ce que c'était des rimes suivies, des rimes croisées ou des rimes embrassées? Regardons les rimes. Arroser rime avec rosé, conçu avec reçu, apparaître, connaître. On voit donc que les rimes se suivent, ce sont des rimes suivies ou des rimes plates. Là, on va commencer à s'intéresser un peu plus au sens du poème. Dans la strophe, à qui le poète s'adresse-t-il en fait? Eh bien, regardez, il suffisait de regarder le premier mot. Printemps, fils du soleil que la terre a rosé. Il s'adresse directement au printemps. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que printemps, il prend une majuscule. Alors, ici, pas seulement parce qu'il est en début de vers, mais regardez plus loin. Naissez, croissez, printemps, le printemps, un peu dans ce poème. Alors que nous, quand on parle du printemps, la saison, normalement, on ne met pas de majuscule. Alors pourquoi cette majuscule? C'est parce qu'ici, le poète s'adresse au printemps comme si c'était une personne. Il fait ce qu'on appelle une personnification, c'est-à-dire qu'il donne des traits humains à quelque chose qui n'est pas humain. De qui le printemps est-il le fils? Pareil, ça on nous le dit dès le vers 1, printemps, fils du soleil. Et surtout, à qui le printemps ressemble-t-il dans cette première strophe? À qui va-t-il le comparer? Il va comparer le printemps à une certaine Isabeau. Il nous dit que, en voyant Isabeau, vous pourrez vous connaître, elle est votre miroir. Le printemps est le frère, Isabeau est la sœur. Isabeau, c'est en fait la belle-sœur, d'une certaine manière, de Ronsard, c'est la sœur de la femme dont il est amoureux. Et Isabeau est extrêmement belle, et il imagine que le printemps, il se l'imagine comme un garçon jeune et très beau, de la même manière qu'Isabelle est une jeune fille jeune et très belle. Vers 5. Naissez, croissez, printemps, laissez-vous apparaître. Alors, naissez, croissez, laissez-vous, à quel mode étaient ces verbes?
Ils étaient à un mode qu'on a déjà étudié dans nos précédentes séquences, c'était l'impératif. Souvenez-vous, l'impératif, on l'utilise pour donner un ordre, un conseil ou éventuellement une interdiction. Et alors Ronsard demande au printemps, il lui dit croissez. Croissez vient du verbe croître. Qu'est-ce que ça veut dire croître? On pouvait donner deux synonymes. Croître, ça veut dire se développer, grandir. Et par exemple, vous reconnaissez dans croisser, qui vient du verbe croître, vous pouvez éventuellement penser au mot croissance quand on parle de la croissance d'un enfant, quand il grandit physiquement, ou parfois on parle aussi de croissance économique, quand l'économie se développe. Mais au printemps, qu'est-ce qui est censé croître normalement dans la nature? Pas un jeu d'homme qui s'appellerait printemps, mais en fait ce sont les plantes qui sont censées croître, qui sont censées grandir et se développer. Alors on voit que Ronsard, ici, il va jouer sur la polysémie des verbes. Polysémie, souvenez-vous de ce mot, ça veut dire plusieurs sens. Croître peut s'appliquer autant à une personne qu'à une plante, finalement. Et Ronsard, il joue sur cette polysémie pour rappeler que même s'il personnifie le printemps, ça reste tout de même une référence au développement de la nature à cette saison. Ça, c'était pour notre première strophe. On va voir que dans la deuxième strophe, en fait, Ronsard nous invente, on va dire, une explication mythologique qui nous dirait pourquoi est-ce que le printemps finit par disparaître. Je vous avais demandé dans un premier temps de relever, alors soit en les surlignant, soit en les recopiant, les mots qui appartiennent au champ lexical de la nature. Un champ lexical, souvenez-vous, c'est l'ensemble des mots qui appartiennent tous à un même thème. Moi, je ne les ai pas recopiés, je les ai surlignés en jaune. On va rapidement voir. Alors, champ lexical de la nature. Bien évidemment, printemps, si on considère que ce n'est pas un nom propre, on pouvait le mettre dedans. Soleil, idem. Là, il prend un S majuscule comme si c'était un nom propre, mais on pouvait le mettre dedans. La terre, ça fait partie de la nature. Fertile, ça veut dire qu'il enfante des choses, qui est favorable à une croissance. Et on parle souvent d'une terre fertile, donc on pouvait le mettre dedans. La rosée, c'est cette pellicule d'eau qui se dépose sur les plantes très tôt le matin. C'est l'humidité ambiante qui se dépose sur les plantes et qui va permettre de les arroser naturellement. On avait les œillets et les roses, les lys également, la rose encore une fois répétée, fleur répétée 2 fois. Tout ça, bien évidemment, comme ce sont des plantes, ça rentre dans le champ lexical de la nature. Fleur répétée encore une fois dans la seconde strophe. Verte, on pouvait le mettre dans le champ lexical de la nature, puisque le vert, c'est la couleur des plantes, mais quelque chose qui est vert, ça peut être aussi quelque chose qui est mûr et qui est riche. Ça a un double sens. Le mot saison, bien évidemment, entrait dans le champ lexical de la nature, et enfin, on nous parle de mer, nature. On pouvait donc surligner nature dans le champ lexical. Que reproche Zéphyr au printemps? Alors Zéphyr, qui est-il? Zéphyr, c'est une divinité qui incarne le vent. Et on nous explique que le printemps, donc qu'on imagine comme un jeune homme extrêmement beau et finalement assez riche, se vantait le plus beau de toutes les saisons et se glorifiant le comptait à Zéphyr. Eh bien Zéphyr, il finit par en avoir assez, puisque le printemps finit par l'énerver à force de se vanter, de se faire passer pour la plus belle des saisons. Et alors qui va s'occuper de rabaisser le printemps? Finalement, ça va être Mère Nature, qui va se charger de mettre fin à cet orgueil en reprenant tous les biens qu'elle prodiguait à cette saison. C'est-à-dire qu'elle va mettre fin à la croissance du printemps, et elle va reprendre tout ce qu'elle lui a donné, sa beauté et toutes les richesses qu'il pouvait avoir. Et là, ça nous ramène au titre du poème. Le titre du poème, Élégie du printemps. Une élégie, c'est un type de poème bien particulier qui célèbre normalement un mort, le souvenir d'un mort. Une élégie, souvent on la prononce lors d'un enterrement. Mais alors là, qui est-ce qui est censé mourir? Qui est-ce qui est amené à mourir dans ce poème? Finalement, c'est le printemps. On voit que le printemps naît dans la première strophe et qu'il meurt dans la seconde. Donc c'est une manière d'expliquer que pourquoi est-ce que le printemps
est une saison qui finit toujours par passer, eh bien c'est parce que le printemps, trop orgueilleux, finit par énerver Mère Nature et qu'elle est obligée de mettre fin à son orgueil en mettant fin à toutes ses richesses. Mais on va s'intéresser à un autre mythe qui nous explique, qui nous donne une autre explication possible du passage et des apparitions du printemps. Ce mythe, c'était le mythe de Déméter et de Perséphone. Je vous avais demandé de faire quelques petites recherches dessus, et grâce à ces recherches, vous étiez censé pouvoir analyser ce tableau. Fermez. Et je vais vous remettre en grand. Alors, ce tableau, souvenez-vous, quand on fait une analyse d'image, on est toujours censé la faire en 3 étapes. D'abord, on donne ses sources, et on dit en une phrase ce qui se passe sur le tableau. Ensuite, on le décrit précisément et de manière organisée. Et enfin, on l'analyse, c'est-à-dire qu'on explique le sentiment qui se dégage de ce tableau et comment est-ce que l'auteur de l'image réussit à faire passer certaines émotions, certains messages ou à raconter une histoire. Alors, si on commence du coup l'analyse de notre tableau, on va d'abord donner la source. La source, c'est que cette œuvre est un tableau de Walter Crane qui s'intitule Le destin de Perséphone et il est peint en 1877. La source, vous l'aviez directement sous le tableau. On y assiste à l'enlèvement de Perséphone, fille de Déméter, qui est la déesse des récoltes, par Hadès, le dieu des enfers, qui souhaite épouser Perséphone et l'emmener avec lui dans son royaume souterrain. Là, j'ai fait mon introduction, j'ai donné les informations générales du tableau. Ensuite, je décris. Au premier plan, au centre du tableau, légèrement à droite, on voit Perséphone, des fleurs à la main, dans cette main-là, et l'autre main posée sur la tête. Elle regarde derrière elle, où se trouve un personnage armé d'un trident, il s'agit d'Hadès, le dieu des enfers, qui est venu avec un char tiré par 2 chevaux noirs bien fougueux, hein, on les voit bouger, qu'on aperçoit au second plan, au centre du tableau. Plutôt au troisième plan, derrière tout ça, à gauche, on voit 3 jeunes filles. Les 3 jeunes filles, ce sont en fait des océanides, ce sont des nymphes qui tiennent compagnie à Perséphone et avec qui elle a été élevée loin de tout. Et ces 3 océanides, elles ont l'air effrayées et elles regardent ce qui se passe au premier plan, ce qui est en train d'arriver à Perséphone. On voit que ces océanides, elles sont au milieu d'un champ de fleurs, des fleurs blanches et jaunes, et tout à gauche, d'ailleurs, on voit une petite mare. Et à l'arrière-plan, on voit que ce paysage qui est si joli, pourtant, commence à se couvrir. Vous voyez, les arbres sont penchés comme s'il y avait du vent, et le ciel commence à se couvrir, à devenir noir, à devenir plus sombre. À l'arrière-plan, à droite, de l'autre côté, on voit que la terre s'est ouverte en 2. Et là, c'est tout de suite beaucoup plus sombre, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Et enfin, on voit une ville au loin. Là, j'ai décrit mon tableau. Maintenant, je vais analyser. En fait, on remarque assez vite que ce tableau, il est coupé en 2 parties, grâce aux chevaux au milieu, et qu'on a un sens de lecture de gauche à droite qui nous raconte ce mythe de Perséphone. Dans la partie gauche du tableau, c'est ce qui se passe au début. Donc Perséphone qui a été élevée de tout par Dédé, qu'elle est sa fille, et qu'elle est très protectrice. Donc l'a élevée loin avec les océanides, sauf que Hadès est tombé amoureux d'elle, il souhaite l'épouser. Donc pour piéger Perséphone, il va faire pousser au bord de l'eau, puisque c'est là qu'elle pousse normalement, l'une des plus belles fleurs qui existent, une narcisse. Les narcisses, ce sont des fleurs jaunes. Et Perséphone va être attiré par cette fleur, et en étant attiré par cette fleur, Hadès va surgir, en fait, avec son char, en ouvrant la terre en 2, et il va venir enlever Perséphone. L'irruption d'Hadès, on voit, elle vient tout bouleverser dans ce paysage qui est si joli. D'ailleurs, on remarque une opposition. Donc on a un paysage très beau, plein de fleurs jaunes et blanches,
Et quelles sont les couleurs portées par les jeunes filles, par les Océanides et par Perséphone? Du jaune et du blanc. Et Hadès, lui, vient tout bouleverser. Là, on a un paysage calme, et d'un seul coup, on a des chevaux en mouvement, et on voit qu'on a un vent qui traverse tout le tableau, qui vient en fait des enfers, et qui, regardez, suit la cape en mouvement d'Hadès, la crinière des chevaux, et les arbres. Et finalement, les personnages, elles se mettent les mains sur la tête, peut-être un petit peu pour se protéger du vent aussi. Donc Hadès bouleverse tout. Et il amène aussi un contraste au niveau des couleurs. Donc on a dit dans cette partie gauche un paysage bucoléique, plutôt avec des tons jaunes et blancs, donc des tons clairs, plutôt rassurants. Et lui, il arrive avec des tons très sombres tout de suite, avec une cape rouge, des chevaux noirs, et surtout l'enfer, qu'on ne voit pas, qui semble se dessiner ici, sous une forme de masse noire qu'on n'arrive pas vraiment à identifier. Cette opposition des couleurs et de la composition d'un tableau, souvenez-vous, c'est son organisation, elle permet de mettre en avant la peur que ressent Perséphone et que ressentent ses amis. Et en plus, le temps qui se couvre au dernier plan annonce peut-être la suite de l'histoire de Perséphone. Puisque Perséphone va être enlevé par Hadès, va être emmené aux enfers, il va l'épouser, sauf que Déméter, la mère de Perséphone, va être tellement triste, tellement désespérée face à la disparition de sa fille, qu'elle va passer son temps à la chercher. Sauf que Déméter est la déesse des récoltes, et comme elle est occupée à chercher sa fille, elle ne s'occupe plus du tout des récoltes, et la famine commence à se répandre, et les gens commencent à mourir. Donc Zeus est obligé d'intervenir, et ils arrivent à négocier finalement que Perséphone passe 6 mois de l'année en enfer avec son mari, et les autres 6 mois de l'année sur Terre avec sa mère et ses amis. Et ce mythe permet d'expliquer du coup le passage des saisons, puisque lorsque tout pousse et que la nature a l'air joyeuse et bien verte, c'est parce que Déméter est heureuse de voir sa fille revenue avec elle. On a donc une alternance entre les saisons chaudes, le printemps et l'été, et les saisons froides, l'automne et l'hiver, où Perséphone retourne en enfer. Ce mythe, c'est ce qu'on appelle un mythe étiologique. Étiologique, ça veut dire qui explique les origines du monde, qui explique un phénomène. Donc grâce à cette histoire que se racontent les Grecs, ils arrivent à s'expliquer le phénomène naturel des saisons. Partie suivante, les saisons personnifiées. Alors on a vu que Ronsard personnifiait le printemps en imaginant que c'était un beau jeune homme. Eh bien ça n'a pas été le seul à faire ça, en fait beaucoup d'artistes l'ont fait, et notamment un artiste qui s'appelle Alphonse Mucha, qui est un artiste du 19e siècle, qui crée une série d'images qui représentent les 4 saisons, sauf que les 4 saisons, elles seront présentées par des femmes. Et je vous avais demandé d'identifier les 4 saisons grâce à quelques indices. Alors, le numéro 1, on pouvait deviner que c'était l'automne qui était représenté, grâce au ton brun, aux lumières plus basses, mais aussi on remarque que même s'il y a quelques fleurs ici, on a derrière plutôt des branches dénudées, et on remarque également que le personnage tient des raisins dans sa main. Or, les raisins, c'est donc la saison des vendanges qui intervient plutôt en septembre-octobre. C'est donc le début de l'automne. La seconde image, c'était l'été. On pouvait le deviner au ciel bleu, extrêmement clair, et aussi au fait que le personnage a les pieds dans l'eau, comme pour se rafraîchir. L'image numéro 3, il s'agissait du printemps. Indice, tout simplement, les fleurs. Hein. Là, partout, on n'a pas du tout des branches qui sont dénudées, on a des fleurs absolument partout, et des couleurs très claires, qui sont les couleurs du printemps, avec du blanc et du rose. Et donc la dernière image, par élimination, ça ne pouvait être que l'hiver, que de toute façon, on pouvait reconnaître grâce à son personnage qui se drape, comme ça, dans une grande cape, avec un ton plus vert, plus froid, avec un vert assez froid. Donc le personnage se protège dans sa cape, et surtout, il suffisait de remarquer la neige sur les et l'absence totale de fleurs et de plantes.
Voilà donc les 4 saisons d'Alphonse Mucha. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas encore reçu tous vos poèmes, mais j'en ai reçu certains. J'ai été très contente de vous lire. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous rappelle les consignes d'écriture. Donc Ronsard, lui, personnifie le printemps en un jeune homme très beau. Et vous, si vous deviez choisir une personne qui vous fait penser au printemps, ce serait qui? Alors, vous pouviez choisir un amant, une amie, un parent, une célébrité. Vous comparerez le printemps à une personne de votre choix, on trouvera des rimes, on trouvera au moins 3 mots tirés du champ lexical de la nature. Et je vous avais mis un petit poème que j'ai écrit, où moi, la personne qui me fait penser au printemps, c'est ma mère. Au plaisir de vous lire, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.